Fait que la banque des prénoms utilisés en 2023 est sortie pour les nouveaux bébés. Oui. Alors, c'est annuel. Ça vous tente, ça vous tente de vous laisser inspirer, là, au lieu d'appeler votre enfant Noah ou Arthur, William. comme tout le monde. Comme tout le monde. On vous salue, ce sont de super beaux prénoms. Absolument. Mais si vous voulez faire original, appelez votre fille Caroline. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup? Il y a une seule Caroline en 2023. Ah, quand même. Une seule Karine, une seule Mireille, une seule Nancy, une seule Sylvie. Ah, ben c'est des bonnes pistes, ça. Mais écoute, j'ai fait une recherche. J'ai perdu beaucoup de temps là-dedans hier. Okay. Quand tu te mets à fouiller dans les... Est-ce que vous avez un enfant qui s'en vient, un petit dernier? Ou... Non, okay, pas du tout. Okay. Pas du tout. Okay. C'est simplement du temps à perdre. Vraiment, tu sais, ils appellent ça en anglais les rabbit holes. Là, quand tu respires, oui. Quand tu respires dans un cylindre d'idées. Voilà. Alors là, chez les garçons, je me suis contenté de regarder ceux qui avaient été nommés une seule fois, puis je me suis dit, là, les erreurs ne doivent pas être répétées. Mais il y a un garçon qui s'appelle Astro, un autre qui s'appelle Stéréo. Il s'appelle-tu comment? Astro Gingras? On sait pas le nom de famille? Non, heureusement. Parce que là, sinon, un coup parti, on va avoir son adresse aussi. Il y a Titan, Rambo, Raël, Spectre. Tu sais, il t'appelle ton enfant Spectre. Comme le film? Ouais. Fresh Royauté. Ça, moi, j'aime ça. Fresh Royauté. Le roi de bonheur. Puis là, ce qu'on voit aussi... Fresh Royauté Bolduc. Ou Guerrier Pie. J'aime ça. Puis là, il y a aussi des prénoms qui sont en fait deux noms mis un à côté de l'autre. Puis vous allez voir la thématique. Il y a un petit bébé qui s'est fait appeler José Théodore. Un autre, Brian Adams. Puis là, c'est comme deux prénoms. Ça m'a toujours plu, moi, ça. Souvenez-vous, dans Rocky V, le promoteur s'appelle George Washington quelque chose. Aux États-Unis, c'est assez fréquent. Ben oui. Ils donnent des noms comme ça. Ils font comme un prénom avec le nom d'une personnalité historique. J'ai toujours aimé ça. Puis puis souvent, ils mettent José Théodore, une abréviation sur le deuxième prénom. C'est ça. Mais Elliot Ness, hein, le pourfendeur de Al Capone. Axl Rose. Très bon. John Kerry, il va tout briser, cet enfant-là, c'est sûr. Et chez les filles... Slash. Pour vrai, on fait je peux sonner comme si je faisais de l'ironie, mais il y a des pas pires idées là-dedans, moi, je trouve. S'il y a des enfants qui viennent au monde dans les 2 prochaines semaines en Floride, il va peut-être y avoir des prénoms, des jeunes garçons qui vont avoir comme prénom Bob Brovski, ou Bob, traduction Brovski. Robert Brovski Turner. OK. Aujourd'hui, les Oilers en finale. Moi, c'est du ressenti. Oui, c'est ça. D'autres histoires de repêchage. Et comment on va faire pour jouer au DG de salon? C'est tellement hockey, épisode 320. Il est de retour, votre journaliste affecté aux affaires du Canadien, de la LNH et du Combine. Non, qu'est-ce qu'on avait trouvé, la semaine passée? La combinaison. Les tests combinés. Le Combine. J'ai nommé M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Content de vous voir. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon, alors, j'ai pas lutté, mais on va commencer par parler de cette finale. Il y a 2 matchs de jouer. C'est 2-0 pour les Panthers. Puis, comment dire... C'est ça. Je voulais pas, dans mon intro, je voulais que ça transparaisse le fait que, wow, c'est juste 2 matchs. OK. Fait que je vais insister là-dessus parce que c'est facile de dire « il-a-la ». Il-a-la. Alors, voilà, je vous lance ça en onomatopée. Wow. Est-ce que c'est plus wow ou il-a-la? Ben, moi, j'ai regardé ça hier, puis à la fin du match, je me suis dit Hirsch. Non, mais sérieusement. Il y a eu beaucoup de Hirsch. Oui, mais sauf que l'adage en séries éliminatoires, c'est de dire que tu n'es pas dans le trouble jusqu'à ce que tu aies perdu un match à domicile. Alors, tu sais... C'est un bon adage. D'ailleurs, Leon Draisaitl avait dit
avant le deuxième match, même s'il fallait perdre le deuxième match, ce ne serait pas la fin du monde. OK. Je pense Donc, il est exactement là où il voulait être. Oui, ça c'est prend une page du livre à Martin. Exact. Mais cela dit, les statistiques sont assez révélatrices. Les équipes qui prennent les devants 2-0 dans une série de finale de la Coupe Stanley ont une fiche de 49-5. OK. Alors, c'est pas. D'accord. On peut dire quand même que les Oilers sont dans les câbles. Si c'est là qu'ils voulaient être, je pense qu'ils ne voulaient pas être à bonne place. Parce qu'ils sont dans le trouble. Après 2 matchs de finale, les attaquants des Oilers n'ont toujours pas marqué un seul but. J'ai trouvé personnellement Connor McDavid très dynamique et très menaçant. Mais le susmentionné Draisaitl, beaucoup plus tranquille. Oui, c'était notre gars. Oui, là, ça fait quelques matchs. Là. Ça fait quelques matchs. Ça date même de la série précédente où, tu sais, c'est assez évident. Il n'a pas l'air d'un gars qui est à 100% en ce moment là, par son explosivité sur la glace puis son niveau. Je doute pas de son niveau d'engagement et tout ça là, parce que c'est une machine de séries éliminatoires, mais tu vois qu'il n'a pas l'air au sommet de ses capacités. Non, c'est ça. Il y a le Draisaitl du début des séries puis celui des 2 dernières semaines à peu près. Oui, mais de façon générale, écoute, il y a Draisaitl qui n'est pas visible dans cette série-là à date, mais tu regardes autour de lui aussi. Marc-Antoine disait les attaquants des Oilers n'ont pas un but encore, mais tu regardes les Panthers, c'est épeurant que les Panthers soient parvenus à faire ça, à les contenir comme ça. Mais l'attaque des Panthers a produit 7 buts jusqu'à présent. Puis Bennett, Tkachuk, Reinhardt, Barkov n'ont pas encore marqué. Barkov, on ne sait pas ce qui va se passer avec lui, mais ça aussi, c'est épeurant. Là. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de réserves du côté des Panthers. Écoute, moi j'ai été surpris de voir l'entraîneur des Oilers changer son alignement. Il a changé sa brigade défensive après le premier match. Je trouvais que c'était rapide un peu pour tirer sur la gâchette. Tu t'es rendu jusqu'en finale. Ils avaient apporté une modification. Ils avaient sorti Vincent Desharnais de l'alignement en fin de série contre les Stars. Mais sortir un gars qui a fait partie de l'alignement tout le temps, durant toute la saison, à ce temps-ci... à moins que Cody Ceci soit blessé ou qu'il joue amoindri, puis qu'on se dise, bon, ben là, c'est mieux d'en faire entrer un gars qui est en santé plutôt que le faire jouer lui, mais c'était plus ça que... Parce que, dans le fond, Broberg avait pris la place de Desharnais. Là, on dit bon, Ceci ne fait pas le travail, on entre Desharnais, mais là, c'est comme... Écoute, moi, ça m'a laissé perplexe de voir qu'un gars qui a joué tout le temps. Est-ce que je comprends que c'est même si Ceci n'a pas fait des flamèches dans ces séries éliminatoires-là. Puis à un moment donné, je sais pas, il y a peut-être ça lui a souri tout le temps jusqu'à présent à Chris Knoblauch, ses mouvements de personnel, mais je trouvais que c'était tôt dans la série pour appuyer sur ce bouton-là. Mais j'allais dire, est-ce que ta perception aurait été différente si on aurait juste réinterchangé Broberg et Desharnais? Ben c'est ça. Ouais, c'est vraiment qu'on enlève quelqu'un qui était là ou qu'on brise cette espèce de continuité. Ouais. OK. Oui, mais en même temps, Cody Ceci, c'est pas un gars qui... c'est pas le défenseur le plus fiable dans l'histoire du hockey. Il a toujours été un gars qui était à risque. Je pense qu'au moment où il a été repêché en première ronde, il y a une éternité et demie de cela, on s'attendait peut-être à ce qu'il soit un plus grand producteur de points que ce qui s'est avéré être. Mais durant toute la saison, les Oilers n'avaient pas vraiment de profondeur à la ligne bleue. Puis ils avaient gardé Philip Broberg, un autre choix de première ronde, dans la Ligue américaine. Ils ont voulu prendre leur temps avec lui. Mais ils fonctionnaient à 6 défenseurs, puis le 7e, le 8e, c'était très mince. Ils sont allés chercher Troy Stecher à la date limite des transactions, mais lui, il est blessé, il s'est fait opérer, puis ses séries sont terminées. Là, ils amènent Broberg et ils semblent leur donner du bon hockey. Je trouve que je regarde la façon dont Chris Knoblauch fonctionne, il se dit maintenant qu'il a intégré Broberg et que Broberg fait le travail, il se dit, tiens, là, j'ai des cartes dans mon jeu. Là, j'ai de la flexibilité pour pouvoir rentrer et sortir des gars. Puis vouloir rentrer Vincent Desharnais, c'est aussi essayer de répondre au fait que c'est une série qui est très physique. Les Panthers aiment beaucoup brasser après les coups de sifflet, etc. Alors, compte tenu du fait que Nurse et Ceci, sur le même duo, s'étaient fait malmener dans le premier match, tu peux pas vraiment retrancher Nurse. Tu peux lui ôter des minutes ou quoi que ce soit, mais c'est quand même
quand même un joueur que les Oilers vont continuer De payer. non seulement de payer, mais ils vont continuer d'investir du temps pour le remettre droite. Là. Mais c'est pas je pense qu'il ne représente pas la même chose pour les Oilers. Puis c'est un luxe que les Oilers pouvaient se payer de pouvoir le remplacer. Fait que moi, ça m'a pas ébranlé tant que ça. Je trouve que ça va vraiment dans la thématique depuis le début des séries de Chris Knoblauch de garder tout son monde là, pas mal sur le bout des pieds. Bon, allons directement dans le vif du sujet. Bon, je sais, là, tu l'as dit, là, c'est quoi, 49-5. Bon, quand tu gagnes les 2 premiers matchs, c'est sûr là, que sur papier, là, puis statistiquement, là, puis c'est moche là, pour les Oilers. Mais entre nous, là, vous regardez le premier match, regardez comment ça s'est passé le premier match en tête. À vrai dire, c'est pas compliqué. Hier, à moitié du match, tu te disais, c'est pas compliqué. Tirez pas. C'est l'équipe qui tire le moins qui est en avance. C'était presque ça. C'est ça, là. Si on regarde tout ça en tête, là, je veux dire, c'est pas... Moi, je m'attendais... Ben d'abord, je suis surpris de ça. On dirait que c'est vraiment... c'est l'équipe qui attend qui a le plus de chance, disons ça comme ça, même si ça ne s'est pas concrétisé par début pour les Oilers dans le premier match. Mais moi, ce premier match-là, l'aplomb des Oilers m'a beaucoup impressionné, puis j'ai tendance à penser que malgré les statistiques, justement, j'irai pas trop vite. Là. Les Oilers ont mieux joué que ce à quoi je m'attendais, malgré là, les résultats. Pas hier. Ben, hier, pas hier. Là, mais... c'est ça. Hier, ils ont été contenus. Moi, c'est ce que je trouve inquiétant pour les Oilers. Dans le match qu'ils ont dominé nettement, ils ne l'ont pas remporté parce que Bobrovsky était très, très bon. Et les Panthers, moi, m'ont démontré dans le deuxième match qu'ils sont vraiment sérieux. Là. Ils sont vraiment appliqués. Ils se sont ajustés et ils ont réussi à étouffer la machine. Cette fois-là, et à avoir nettement le dessus. On verra. En séries éliminatoires, c'est un jeu d'ajustement de match en match. Mais hier, ça a été Natural Stat Trick donnait 10-1 dans les chances de marquer de qualité en faveur des Panthers. Là. Ça veut dire que les Oilers, je leur en ai donné quelques-unes de plus que ça, mais ils n'ont pas touché beaucoup à la rondelle dans ce match-là. Et là, tu repars de la Floride, tu dis, OK, on a dominé un match, Bobrovsky a fait le travail, puis notre gardien n'a pas été efficace. Puis là, on s'est fait dominer totalement. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine rencontre? Puis tu regardes au niveau des gardiens, tu as Bobrovsky qui est à 980, Skinner est à 889 dans la série. Et Skinner a eu 2 bons matchs pour terminer le tour précédent contre les Stars. Mais je regardais encore les statistiques ce matin. Depuis 1990, depuis 34 ans, parmi les gardiens qui ont remporté 11 victoires en série, donc qui ont franchi le deuxième tour, là, Skinner vient au 72e rang sur 74 avec 896 d'efficacité. Dans la Ligue nationale, habituellement, tu as 7 % de chance de gagner un match si ton gardien joue pour 900 et moins dans ce match-là, dans un match donné. Et là, tu as un gardien, les Oilers, leur attaque en donne beaucoup, mais à un moment donné, il faut que ton gardien soit capable de jouer à armes égales. Puis à date, il n'y a pas photo. Là. Non, puis les Panthers ont beaucoup mieux joué défensivement aussi. Quand tu regardes à mi-chemin dans le match, les Oilers avaient cadré seulement 5 lancers. C'est fou, là. Ils ont eu beaucoup de difficultés à sortir de leur zone. Quand ils réussissaient à sortir de leur zone, je trouve qu'ils étaient quand même efficaces en transition. Quand je vous parlais de Connor McDavid, qui a quand même s'est illustré les fois où il a pris la rondelle puis il a dit « OK, là, je m'en occupe puis je l'amène de l'autre bord », il l'a fait. Je pense que les Oilers ont été assez efficaces en transition. Ils ont gagné plusieurs batailles le long des rampes aussi, sauf que les Panthers ne leur donnaient rien dans l'enclave. Alors, ils essayaient de tirer de l'extérieur. Ils cherchaient la passe de plus pour pouvoir tirer, obtenir le tir parfait, mais vraiment, les Panthers ne leur ont pas donné grand-chose. Alors, après un premier match où Bobrovsky domine puis sauve son équipe, ben là, c'est comme si le reste des Panthers se dit « OK, d'accord, mais là, merci Bob, maintenant, c'est à notre tour. » Puis là, collectivement, ils ont appliqué leur match défensif avec beaucoup d'efficacité. Et là, il reste le troisième élément, c'est que leurs meilleurs joueurs offensifs se mettent à produire, ce qui n'est pas encore le cas. Ben, ils n'ont pas besoin. Non, c'est ça. C'est comme un bonus. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que, on dit souvent que les séries éliminatoires, c'est une guerre d'attrition. Hein, que tu perds des soldats en cours de route, les gars se fatiguent. Puis c'est pour ça que souvent, peut-être pas cette année, mais souvent la première ronde des séries est la plus spectaculaire. Tu arrives en
en finale de la Coupe Stanley, c'est qui est encore debout. Puis je trouve, en regardant le match, je trouvais que ça se sentait hier que des deux côtés, tu as des gars qui commencent à avoir les jambes lourdes un peu puis qui commencent à être un peu fatigués. Puis tu as des gars, non seulement Draisaitl est amoché, mais Evander Kane joue blessé. Darnell Nurse du côté des Oilers aussi, évidemment, s'est fait mettre en échec. Puis il a joué... 4 minutes. C'est ça, il a joué Très peu. Très, très peu. Une présence en deuxième, 2 en troisième. Puis il y a aussi du côté des Panthers, dont on va voir, là, en fin de match, il y a eu ce coup de Draisaitl dans la bouche de Barkov. Je pense qu'il a dû se blesser à la mâchoire ou un truc du genre, mais là, s'il n'est pas revenu en fin de rencontre, on va voir quel va être son état pour la troisième rencontre. Ça pourrait être un moment pivot de la série, mais je trouve que là, on arrive à un point où c'est vraiment le courage, l'adrénaline qui prend le dessus parce que les ressources sont plus au niveau que c'était au départ. OK, on va jouer à intentionnel ou pas intentionnel. C'était intentionnel. Oui. Parce que j'ai 2-3. Oui. J'en ai 2-3. Okay, on commence okay, avec. okay. On commence avec. Non, mais. Donc, on commence avec Draisaitl, Barkov. Oui, enfin, c'est difficile de faire l'argument contraire. Oui. Parce qu'il saute un peu, Il puis il lève le bras, puis c'est ça, d'en face. Ouais. Je ne sais pas si ça va être sanctionné. J'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas de. Ben là. Mais en même temps, au moment où se poser la question. Au moment où le balado va être publié, on va le savoir parce que normalement, on le sait l'après-midi suivant le match. Je pensais que tu allais dire parce que normalement. S'il y a convocation. C'est ça. C'est ça. Normalement, les choses se passent pendant qu'on enregistre. Normalement. C'est peu importe souvent ce que c'est. comme ça. Ils attendent ça. À New York, ils attendent. C'est parti. Ils enregistrent, go. On prend des décisions. Mais il faut qu'il y ait une convocation, non? Il ne peut pas y avoir de convocation en même temps. Non, c'est-à-dire, c'est ça. Non, là, je réfléchis en même temps que je parle, puis vous allez dire bravo. Mais c'est un ou l'autre. S'il y a une convocation, il va y avoir une suspension. Alors, c'est peut-être, s'ils ne veulent pas donner de suspension, c'est peut-être mieux de ne pas faire de convocation. Me suivez-vous, là? Oui. Mais des fois, il y a des... Écoute, c'est théoriquement possible qu'un joueur soit convoqué et qu'il n'y ait pas de suspension. C'est à la discrétion de la Ligue, sauf que très souvent. Mais je pense pas. Au pire, une amende. Là. C'est quelque chose qui est au dossier qui fait en sorte que pour pour un geste répréhensible futur, ben là, tu dois tenir compte, ça rentre dans l'historique du joueur. C'est pas seulement les suspensions, mais même les amendes, on en tient compte dans la sévérité d'un geste qui serait puni plus tard. Mais à ce stade-ci de la série, là, je ne sais pas, je serais surpris. Peut-être c'est moi qui... Peut-être je suis... T'es blasé, pas blasé, blasé, mais cynique, voilà. Par rapport à l'arbitrage puis au fait que... Ouais, mais au-delà de ça, ça mérite une suspension, non? Ben, écoute, plaçons les choses dans leur contexte. Tu as un candidat au trophée Conn Smythe qui a affronté quelques-uns des meilleurs attaquants de la Ligue depuis le début des séries, qui les a neutralisés complètement. Les Oilers sont complètement neutralisés depuis 2 matchs. Puis tu as un des bons joueurs des Oilers qui fait partie de ceux qui sont neutralisés, qui saute dans le visage de Barkov, qui lui donne un coup de coude au visage et qui le blesse. Si ce gars-là a une commotion et qu'on le sort pour 1 match ou 2 matchs, ou peu importe, s'il manque du temps de jeu dans cette série-là, ça peut être un facteur important. Un point tournant. Je comprends qu'il ne faut pas punir les conséquences ou quoi que ce soit, là, mais c'est un coup dangereux à la tête. Un gars qui s'en est pris à un joueur vulnérable d'une autre équipe dont les patins ont quitté la glace et qui lui a servi un coup de coude au visage. Si c'était une ligue sérieuse, je pense qu'il y aurait... Ah, voilà. Mais on punit souvent la conséquence. Puis hier, après le match, Paul Maurice n'a pas voulu donner de précision quant à l'état de santé de Barkov, ce qui est tout à fait normal. C'est quasiment un automatisme de la part d'un entraîneur. Mais tu te dis, dans la mesure, justement, où la Ligue doit prendre une décision à savoir est-ce qu'on sanctionne le geste ou non, s'il y a une certitude, par exemple, si tu as une commotion cérébrale ou quoi que ce soit, est-ce que ça aurait été une bonne chose que, justement, on montre une transparence étonnante, simplement pour faire savoir à la Ligue, mettre la pression, il y en a des conséquences sur notre joueur. T'sais. Alors, fiez-vous pas seulement sur le geste, mais sachez que notre gars est mal en point. Peut-être que ça aurait été une façon de mettre de la pression puis d'essayer de faire souffler le vent de leur côté, mais c'est pas ce qui est arrivé. Ouais.
Mais il n'y a rien qui empêche que les informations arrivent à la Ligue de façon souterraine aussi. Là. Oui, c'est vrai. S'il y a vraiment une commotion, Barkov, je ne peux pas croire que personne prendra le téléphone du côté des Panthers pour appeler au département de l'insécurité. De l'insécurité des joueurs. et de l'anxiété. Maurice qui dit, il va manquer 2 matchs, OK? 2 matchs. Comptez-les, puis on va faire les comptes à la fin. Tiens, on continue de jouer à intentionnel ou pas intentionnel. Le jeu le plus plate. Juste pour ajouter là-dessus, connaissant le tempérament belliqueux des Panthers, s'il n'y a pas de conséquences à ça, c'est peut-être mauvais de réveiller l'ours. C'est une mauvaise idée, ouais. Dans ce département-là du côté des Panthers, parce je pense qu'ils sont capables de donner la monnaie, de rendre la monnaie. Là. Il y a des cibles, des cibles luxueuses. Ouais. Il y en a quelques-unes chez les Draisaitl, Oilers. le premier. Ouais, je veux dire, tu t'attaques à notre meilleur joueur, mon vieux, on va t'arranger ça. Là. D'ailleurs, on a beaucoup péroré là-dessus, les réactions après coup. J'ai trouvé que, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai trouvé que les Panthers avaient pris ça relax quand même, le coup de coude d'en face de Barkov. Ils sont peut-être concentrés sur régler le match. On règle le match, puis on réglera le reste après. Ouais. Intentionnel ou pas intentionnel, Warren Fogle sur Luostarinen, le coup de genou. Genou à genou. Non, c'était pas intentionnel. Ouais. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un contact. Écoute, c'est un malheureux contact, puis c'était clairement un geste qui pouvait mener une blessure. Ben oui. C'est certain. Sauf qu'en même temps, je pense qu'il y a comme un geste instinctif de vouloir se tasser. Il n'a pas sorti le genou. Il y a clairement un contact avec le genou, mais il n'a pas sorti le genou. T'sais. Alors, non, de mon côté, je pense pas que ce soit intentionnel. Bon. Non, tout à fait d'accord avec Marc-Antoine là-dessus. Ça s'est fait très rapidement. Luostarinen voulait éviter la mise en échec. Puis la pénalité classique pour avoir donné du genou, c'est un réflexe que les joueurs ont souvent. Parce que quand on se dirige vers un adversaire pour le mettre en échec, il faut pointer la cible avec un genou. Là. Tu t'en vas, tu présentes une épaule en premier. Ouais. Et là, quand le joueur s'aperçoit au dernier instant qu'il est en train de rater sa cible, souvent, le réflexe, c'est d'essayer de donner un petit coup. De faire un écart un peu pour pouvoir l'atteindre quand même. Et là, c'est pas arrivé sur ce jeu-là. Le Fogle s'en allait dans une direction. Il n'a jamais changé de direction. C'est Luostarinen qui a eu le réflexe, qui est un bon réflexe de vouloir éviter la mise en échec, mais il s'est placé en position difficile là-dessus. Bon, puis il y en avait un autre, là, mais c'est plate. Je t'ai dit de jouer à ça. C'était qui l'autre? C'était pas Reinhardt sur... il y en a eu un autre contact un peu près du but de Skinner. Oui, effectivement. C'est un genou... un autre genou à genou. Ouais. OK, un dernier mot sur cette série. Les avantages numériques. Hein, c'était pas les avantages numériques, mais les unités spéciales. C'était un élément, évidemment, c'est toujours un élément important, mais les Oilers en faisaient, quasiment une clinique, autant en désavantage numérique. La séquence a pris fin hier. C'est une séquence qui n'a pas d'allure. 34 infériorités de suite qui ont été écoulées par les Oilers, qui n'est pas une équipe qui, à la base, était reconnue pour ça, mais ça aura duré 11 matchs et 2 tiers. C'est une excellente séquence. C'est absolument remarquable. Puis, c'est ça, c'est un début de Rodriguez qui a mis fin à ça. Bravo. Exact. Et sinon, l'avantage numérique qui, comme le reste de l'attaque, est en panne sèche. Mais ça aussi, c'est un facteur. On le disait avant la série, les Oilers ont un des meilleurs avantages numériques de l'histoire des séries éliminatoires. La meilleure unité de désavantage numérique de l'histoire jusqu'à présent. Et les Panthers ont été capables de faire en sorte que ce ne soit pas du tout un facteur. Alors, ça aussi, t'enlèves des munitions importantes aux Oilers là, dans cette série-là à date. Bon, alors voulez-vous le dire avec moi? Ouais. Mais ils sont pas morts. Ils sont pas morts, les Oilers. Quand même, ça peut virer de bord. C'est tout. Le retour de Buffalo s'est bien passé? Très bien. Oui. Ça fait combien de temps que tu es revenu? Je suis revenu c'est tard dans la nuit samedi soir. Voilà. Bon.
va arrêter de tourner autour du pot, là. C'est qui que le Canadien va repêcher? Non, mais est-ce qu'on peut arrêter d'en parler? Ben non. Non, jamais. Jamais. ça On va en parler jusqu'au repêchage et après le repêchage. Parce qu'après, il va falloir le remettre en question puis dire qu'ils se sont trompés puis ils n'ont pas de bon sens. J'ai assez hâte. Effectivement. Je pense que je suis revenu de Buffalo avec 2 constatations. La première, c'est qu'à mon sens, le Canadien a une meilleure chance de repêcher Ivan Demidov que je ne l'imaginais au départ. Et peut-être une moins grande chance de repêcher Caden Lindstrom, qui, lui, devrait, si les rapports médicaux se montrent le moindrement rassurants, risque de partir quand même assez tôt. Parce que, parenthèse ici, c'est ça, Lindstrom n'a pas joué beaucoup cette année. Ben, en fait, il a raté toute la deuxième moitié de saison à cause d'une blessure au dos persistante qui a fait en sorte qu'il est revenu. Il a raté le reste de la saison régulière. Il a joué en tout 32 matchs de saison régulière. Il est revenu pour le premier tour des séries, mais il n'était pas l'ombre de lui-même. Il a joué 4 matchs sur 5. Et après, il a fait l'impasse sur le mondial des moins de 18 ans. Fait que l'essentiel de la projection puis de ce qu'il a à offrir aux recruteurs, c'est cette explosive première moitié de saison où là, il est parti en fou. Tout le monde a vu que c'est un grand joueur de centre de 6 pieds 3 qui patine comme le vent, qui a un très bon lancer, qui a énormément de chiens. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans son jeu. Il lui manque peut-être un petit peu de vision ou au niveau de la prise de décision. Il y a encore des choses à améliorer, mais c'est un gars qui un espoir qui est encore à l'état brut puis qui a beaucoup de bons éléments à offrir. Alors, je pense que les équipes vont miser sur ce... Tu sais, un profil comme ça, généralement, ça traîne pas longtemps sur un tableau de repêchage. T'sais. Alors, Demidov, il y a peut-être... Si Chicago décide de regarder ailleurs, puis de regarder du côté d'Artyom Levchunov, qui est un défenseur droitier qui est pas mal perçu comme étant le meilleur défenseur de ce groupe-là, à ce moment-là, les chances que Demidov soit ignoré par Anaheim et par Columbus sont quand même assez bonnes, ce qui fait qu'il pourrait glisser jusqu'au 5e rang. Puis là, c'est le Canadien qui aurait une décision à prendre. L'autre chose que j'ai retenue, c'est que dans l'éventualité où Demidov et Lindstrom seraient tous les deux repêchés, je pense qu'il ne faudrait pas se surprendre si le Canadien décide de repêcher un défenseur. Même malgré ce que Kent Hughes a dit tout de suite après la loterie, puis le fait qu'ils allaient, toutes choses étant égales par ailleurs, penser repêcher un attaquant, l'idée, c'est que s'ils se retrouvent dans une position où ils croient qu'il y a un futur défenseur de premier duo qui est disponible, un défenseur surtout qui va être là pour animer l'attaque à 5 contre 5 comme en avantage numérique, qui pourrait être peut-être éventuellement un espoir un peu plus sûr que Lane Hudson. T'sais, Lane Hudson, on aime énormément son potentiel, mais il y a une chance que ça ne fonctionne pas. Hein? Alors, si le Canadien croit qu'il y a un défenseur là qui peut devenir un défenseur de premier duo et un tant soit peu un corps arrière, puis que à côté de ça, les autres attaquants sont des gars qui sont davantage projetés comme étant des attaquants de deuxième trio, et non pas des joueurs vraiment de gros impact, bien là, tu dois te dire, malgré le fait qu'on a plus de défenseurs que d'attaquants dans notre pépinière, bien là, il faut que tu regardes c'est qui le meilleur joueur disponible. Puis entre un défenseur potentiel de premier duo, un attaquant de deuxième trio, bien, il n'y a pas vraiment photo. Surtout si cet attaquant-là, c'est un ailier, parce que là, on parle de T.J. Ginla, on parle de Beckett Seneca, des gars comme ça. Mais cela dit, quelle évaluation le Canadien va faire de ces attaquants-là? Est-ce que si jamais ils sont perçus comme des potentiels attaquants de premier trio, peut-être que là, l'évaluation va être différente. Mais je pense qu'il ne faut pas que les amateurs soient trop surpris si le Canadien finit par repêcher un défenseur parce que la possibilité est là. Il faut toujours y aller avec le meilleur talent disponible. Oui. Le repêcher en fonction des besoins, ça occasionne des erreurs que tu peux payer extrêmement longtemps. Puis si tu as une grosse banque de défenseurs qui sont ultra talentueux, ben, tu vas pouvoir les monnayer puis obtenir autre chose en retour et aller chercher la bonne valeur. Mais il faut privilégier le plus haut niveau de talent, peu importe la position. Si c'est un gardien, c'est un gardien.
T'es dans le top 5. Là. Absolument. La dernière fois que le Canadien a fait ça, ça a été payant. Ça a été payant. Pas mal, oui. Et- On peut et- dire ça. Et tout le monde se disait, voyons, oui. ils ont José Théodore. Qui venait pas juste de gagner le Hart en plus. Non, ça c'était revenait- plus tard. le Hart, c'est 2002, OK. puis il a été repêché en 2005. Fait que Ouais, c'est 3 ans. OK. Mais non, c'est effectivement, il faut aller avec le meilleur joueur disponible. Puis tu sais, en même temps, moi, il y a un petit côté de moi qui me dit, tu sais, je regarde Brady Tkachuk et Matthew Tkachuk, qui clairement sont les... Tu le vois dans leur façon de jouer, dans leur ADN, que c'est vraiment les fils de Keith Tkachuk. Oui. Puis je regarde T.J. Ginla, puis je me dis, s'il fallait qu'il soit vraiment fait dans le même moule que son père, puis il est coaché en fonction de ça, son père a non seulement une éthique de travail en tant que joueur qui était irréprochable, qui était un ambassadeur pour la Ligue, un membre du Temple de la Renommée, puis aujourd'hui, c'est un entraîneur dans une académie en Alberta, à Kelowna. Tu sais, il encadre son fils de manière incroyable. Fait que si la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, malgré le fait que peut-être qu'en ce moment, on se dit « Ah, tiens, on le voit davantage comme un gars de deuxième trio, il n'est pas tout à fait aussi bon que X, Y, Z », je vois un élément de risque à ignorer un gars comme ça parce que rappelons-nous qu'en 1995, il y avait 10 joueurs qui avaient été repêchés avant Jarome Iginla. Puis Iginla a fini sa carrière, il était meilleur que toute cette gang-là. C'est celui qui, de loin, a fini avec la meilleure production dans tous les joueurs repêchés de 95. Donc, T.J. Iginla, sous-estimez-le à vos risques et périls. Je sens qu'il va y avoir bien du monde qui vont chialer. Surtout si on se fie aux éditions récentes. Là. D'ailleurs, c'était pas... Bon, là, je comprends que le Canadien repêche haut depuis quelques années. Pourquoi donc? Ah oui, parce qu'ils sont mauvais. Ouais. Alors, évidemment que les joueurs attendus dans le haut du repêchage sont plus connus ou les noms sont plus connus, mais est-ce que c'est la seule explication? Mais ça chiale depuis 2-3 ans. Ça me semble que ça chiale plus que ça chialait avant. C'est peut-être la seule explication, là, mais je me fais cette réflexion-là à voix haute et je la partage. Je trouve que c'est très représentatif de notre société en général. Il y a des professionnels qui sont recruteurs depuis des décennies, qui suivent ces joueurs-là à l'année, qui vont les voir jouer partout, dans toutes les circonstances, sur la route à domicile, en séries éliminatoires, sur plusieurs saisons. Et il y a des gens qui regardent des clips sur YouTube, quelques clips. Juste des faits saillants, les plus beaux buts. C'est ça. Ouais. Alors, tu sais, et c'est une science, même si tu les as suivis à la trace depuis l'âge de 12 ans, ces joueurs-là, c'est une science extrêmement inexacte. Le potentiel humain, c'est extrêmement difficile à projeter sur 5, 6, 7 ans. Alors, c'est ça. Ça me fait rire quand je vois des gens, tu sais, puis c'est devenu une business dans le monde médiatique. Là. Il y a des gens qui font ça, qui écrivent, qui écrivent le contraire de ce qu'ils ont écrit un an auparavant, puis qui reviennent, puis qui réécrivent la même chose, puis les bulletins émis par toutes sortes de firmes qui font du recrutement, puis tout ça. C'est intéressant, mais Faut pas capoter. quand tu regardes la réelle substance qui reste de tout ça, 5 ans après, il n'en reste pas épais. Là. Faut pas capoter. Ben non, mais, mais les amateurs se sont insurgés contre le repêchage de Slavkovski il y a 2 ans. Il y avait un ressac parce que Shane Wright était le favori de la foule. Je pense que le Canadien a fait le bon choix. Puis Reinbacher, je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer, mais je sais que l'organisation du Canadien continue de croire un an après que même si Reinbacher n'est pas celui qui va te faire 70 points et qui ne deviendra pas Evan Bouchard, là. C'est en même temps, c'est quand même un défenseur qui coche toutes les cases en termes de... C'est pas un gars qui a de faiblesse apparente. Et l'une des raisons pour lesquelles il avait été repêché, c'est que tu regardes les défenseurs qu'il y a cette année. Il y en a certains qui lui sont supérieurs offensivement. Mais à part Levchunov, il y a probablement quelque chose. Il y a une case qui manque chez chacun de ces défenseurs-là. La gestion du risque, le potentiel offensif, le niveau de compétitivité, la qualité du jeu défensif, la robustesse. Ça peut être... La liste est longue, là. Ouais. Et ce que le Canadien avait aimé de Reinbacher, c'est qu'il n'avait pas de faiblesse apparente. Alors, il n'est pas flashy, mais en même temps, il cochait toutes les cases. Alors, un an après, je sais que l'organisation du Canadien continue de penser comme ça, peu importe
la quantité de points qu'il a accumulé à Cloton cette année. Ah, Cloton. Faudrait y aller avant que ça ferme. Pourquoi pas? Je sais pas. Puisqu'on parle du repêchage, un petit mot sur cette idée avancée. Je pense que c'est Elliot Friedman qui a été le premier à l'envoyer comme ça dans l'espace public. Puis ça recoupe des sujets dont on a parlé à l'occasion ici, à savoir, tu sais, dans un sens large, le développement des jeunes joueurs, mais leur recrutement et la façon de les intégrer dans le hockey professionnel. On a souvent mentionné que, dépendamment de la provenance du joueur, il y a certaines injustices. Ce n'est pas les mêmes paramètres si vous venez du hockey junior canadien ou si vous venez de la NCAA, et puis que, il y a des questions à se poser. Puis là, il y a une idée qui serait dans l'air. Ce serait une initiative, je parle au conditionnel parce que c'est ce qu'on entend, ce serait une initiative de l'Association des joueurs qui aimerait potentiellement dans les prochaines négociations pour la prochaine entente collective qui s'en vient, d'ailleurs, c'est 2026. Il reste 2 ans. Il reste 2 ans. Ouais. L'Association des joueurs, oui, aimerait peut-être proposer que l'on réduise le nombre de rondes dans un repêchage. Il y en a maintenant 7. Il y en a déjà eu Il y en a eu 21. 9, il y en a eu 9, il y en a eu 11. Il y en a déjà eu 12. Il y en a eu 12. Il y en a déjà eu 12, ouais, ouais. c'est ça. Et de ramener ça à 4. Mhm. Et on est plusieurs. Enfin, moi, j'ai tendance à voir ça d'un problème où j'ai tendance à voir là une solution à certains des problèmes dont on a déjà discuté ici. Ouais. Premièrement, sur cette information-là, moi, je suis extrêmement surpris. Je ne sais pas s'il faut accorder de la crédibilité à ça parce que, bon, la convention collective, il reste encore du temps avant qu'elle soit écoulée. Et quand tu prépares un projet de nouvelle convention collective, habituellement, dans l'année et demie qui précède la négociation, tu fais le tour de tes membres, puis c'est quoi les préoccupations des membres, tu dresses une liste d'épiceries. Alors, je serais très surpris qu'une information, qu'une intention réelle de l'Association des joueurs commence à couler déjà 2 ans ou plus avant. Autant de temps avant la fin de la convention collective. Cela dit, l'Association des joueurs et les joueurs de la Ligue nationale sont pris dans un contexte de convention collective extrêmement restrictif. Ils ont le contrat de travail le plus restrictif de tous les grands sports professionnels nord-américains. Et ça, de réduire le nombre de rondes au repêchage, ce serait extrêmement bon, extrêmement positif pour les joueurs. Positif et lucratif pour les joueurs. Dans un monde idéal, pour les équipes, il y aurait 50 rondes de repêchage, puis les équipes pourraient réserver des droits sur à peu près tout ce qui bouge à travers le monde, puis pourraient garder le contrôle. Lui, il y a des patins, oui. On le repêche. Et c'est une façon de limiter les coûts de main-d'œuvre de façon importante. Et bon, le nombre de rondes de repêchage a diminué. Et il y a bien des joueurs au repêchage présentement, quand ils arrivent après 5 rondes, puis ils n'ont pas été sélectionnés, leur agent leur donne une tape sur l'épaule et dit « Écoute, mon vieux, espérons que tu ne sois pas repêché d'ici la fin parce que dès le lendemain du repêchage, tu vas recevoir des appels de 2, 3, 4 équipes. Tu vas pouvoir choisir ton organisation puis on va choisir les meilleures circonstances pour toi. » Alors là, ce que ça ferait, c'est que bon, il y aurait 4 x 30, 120 quelques, 130 joueurs qui seraient repêchés s'il y avait seulement 4 rondes. Et là, tous les autres seraient des joueurs autonomes et recevraient des appels, dire « Écoute, on veut t'avoir au sein de notre organisation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et c'est quoi les circonstances? Comment je pourrais être utilisé? Quel serait comment on négocie ça d'un point de vue salarial et tout ça? » Donc, ça serait... Oui, mais attends une seconde. Là, en même temps, ça voudrait dire que un joueur qui n'a pas été repêché, pour que tu puisses te l'approprier, il faut que tu lui fasses signer un contrat. Oui. Alors... Un joueur qui n'a pas été repêché parmi les 4 premières rondes, que personne n'a jugé comme étant assez bon pour qu'on le repêche, obtiendrait un contrat pour après coup. Il me semble que ce serait assez audacieux. Souvent, ce qu'on voit, c'est des joueurs qui n'ont pas été repêchés, qui sont invités dans des camps de développement, puis on leur donne une chance. Puis c'est rarement des gars de 18 ans qui en sont à leur premier repêchage qui se font tendre une offre de contrat. Arbor Xhekaj, il était quoi, rendu à sa 3e année d'admissibilité? Ouais, mais ce serait probablement pas... J'ai dit au lendemain du repêchage, là, mais il y a déjà 7 rondes de repêchage et il y a un marché énorme pour les gars qui n'ont pas été repêchés. Ouais. Dans la NCAA, chaque organisation de la Ligue nationale a un recruteur qui est chargé des pieds, les gars qui sont à leur dernière année d'université, juste pour voir s'il y a des talents valables là-dedans.
Au hockey junior majeur, c'est la même chose. Les recruteurs ont pour mission de surveiller les gars qui n'ont pas été repêchés, qui sont productifs. Puis il y a des gars qui se font mettre sous contrat chaque année. Et là, c'est ce bassin de joueurs-là qui serait accru. Là. Donc, on s'entend, en 5e ronde, tu peux avoir des joueurs intéressants là, qui, à leur année de repêchage, peut-être ne ressortent pas, mais qui arrivent l'autre année d'après dans les rangs juniors, puis le gars marque 48 buts ou 53 buts, puis là, c'est un sport à développement tardif, mais il y en a qui sautent sur la roue rapidement. Là. Fait que ça serait, à mon sens, à l'avantage des joueurs que le Ben oui, absolument. Et dans un monde idéal, c'est ça. Il y aurait pas pour les joueurs et pour l'association des joueurs, il n'y aurait pas de repêchage du tout. Là, et ça serait. C'est ça. Tout le monde négocierait un contrat selon sa valeur sur le marché. C'est le contraire. Non, moi, je vois plusieurs avantages. Tu viens de le dire, puis ça, on l'a mentionné souvent, c'est un sport à développement tardif. Donc, ça permettrait à des joueurs d'atteindre leur potentiel quand ils l'atteignent et rendu là, ça permettrait à des équipes de les découvrir, de les trouver, au lieu de les avoir, parce que c'est un peu ça, là. Ils repêchent tellement de joueurs que à un moment donné, il y en a trop dans le système, là, et ils se perdent un peu. Là. Donc, je pense qu'en termes de développement de joueurs, ce serait positif et de composition d'équipe aussi, là, parce que qu'est-ce que ça donne là, d'avoir tous ces joueurs-là dont tu t'occupes pas, puis qu'après 3 ans, tu n'offres pas de contrat. Puis, je veux dire, c'est négatif pour les équipes aussi. Non, moi, je pense qu'il y a là une idée intéressante pour tout le monde. Quand j'ai fait ma série sur le modèle de développement du joueur, j'ai parlé à André Ruel, une éminence grise du hockey québécois qui est agent chez CAA. Et il me disait qu'il avait fait une étude où il y avait chez les joueurs repêchés entre 2010 et 2019, pour avoir quand même un échantillon intéressant. Et il y a autant de joueurs de la Ligue nationale qui n'ont pas été repêchés, qui ont été signés comme joueurs autonomes après coup et qui ont atteint la Ligue durant ces 9 années-là, que de joueurs repêchés en 6e ou en 7e ronde. Bref, la quantité de gars que tu repêches tardivement, leur taux de succès est relativement bas. Puis des fois, c'est intéressant de se tourner vers des gars qui n'ont jamais été repêchés, qui ont une détermination de vouloir se prouver puis de montrer qu'ils auraient dû l'être. Et finalement, ces gars-là trouvent leur chemin. Donc, c'est pas... souvent, vouloir retenir les services d'un maximum de gars, ça signifie rien en particulier. Puis c'est vrai qu'on pourrait repêcher ad vitam aeternam, mais en même temps, tu arrives très souvent en 7e ronde, tu as des échanges de choix. Je vais te donner mon 7e cette année, tu me donneras celui de l'année prochaine, parce que anyway, il n'y a plus personne qui m'intéresse sur ma liste. Ça arrive, là. On arrive au bout de la liste. Et à l'opposé, il y a des équipes qui ont un joueur, un genre de projet, là, quelqu'un qui a eu un coup de foudre, puis ils se disent, tant qu'à devoir le mettre sous contrat et perdre une place de contrat, ou peu importe les considérations, on va le repêcher en 7e ronde. Ça ne coûte rien, c'est réglé. On a ses droits jusqu'à, dépendamment d'où ce qui vient, on a ses droits. Exact. Mais sauf que ça, c'est des affaires... Le fait qu'il y ait des équipes qui se disent, rendues en 7e ronde, on n'a plus vraiment personne qui nous intéresse, c'est peut-être aussi le symptôme qu'il y a trop de rondes. Il y en a trop, oui. Absolument. Alors, non, ce serait une bonne chose, mais je veux juste conclure, Martin, ce que tu disais par rapport à la convention collective. C'est vrai que c'est surprenant, si c'est une idée qui émane de l'association des joueurs, que ça arrive là. Sauf qu'en même temps, est-ce que ce ne serait pas non plus, étant donné que les enjeux qui vont intéresser le plus l'association des joueurs, c'est les membres actuels, est-ce que dans le fond, ce ne serait pas lancer une espèce de ballon d'essai puis dire ça, c'est quelque chose qu'on veut pour plus tard y renoncer en disant là, on a fait une concession, on voulait ça, mais finalement, on accepte que les choses restent. Comme on voit souvent, ou enfin, comme on a déjà vu. Ce serait dommage parce que moi, l'autre affaire qui m'intéressait là-dedans, c'est est-ce qu'il y a là le signe du nouveau leadership, un signe de ce à quoi ressemblera le nouveau leadership de l'association des joueurs? Tu disais, Martin, habituellement, les dirigeants du syndicat vont consulter leurs membres, mais je sais pas, l'expérience récente nous apprend que les membres ne savent pas trop ce qui est bon pour eux autres. C'est pas comme des membres standards, disons ça comme ça. C'est vraiment un syndicat qui n'est pas historiquement pas militant. Non. Très individualiste, qui a laissé tomber des causes collectives importantes, qui a essuyé des reculs, qui a fait reculer le sport nord-américain, professionnel nord-américain, suite au lockout qui a duré une année, puis aux concessions qui ont été faites.
Moi, j'ai très hâte de voir avec Marty Walsh à quoi ça va ressembler la prochaine négociation. Et ça, juste pour poursuivre sur cette conversation-là, il y a sur 924 attaquants qui ont joué dans la Ligue nationale la saison dernière. Donc, il y en a 137 qui n'avaient pas été repêchés. C'est quand même... C'est une bonne proportion. C'est quand même une bonne proportion. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle idée. Je pense que ça se ferait valoir. Ce ne serait pas un refus automatique des propriétaires. C'est une idée valable. Non, mais c'est pas pareil comme de l'argent. Déjà, c'est un concept un peu plus sophistiqué. Je dis pas que ça passerait, là. Et s'il y a là le signe, effectivement, du genre d'approche que l'association des joueurs veut prendre, c'est encourageant. Ce qui serait intriguant aussi, c'est qu'on voit des transactions qui impliquent des choix au repêchage. Si tu limites ça à 4 rondes, il me semble que ça augmente la valeur d'un choix au repêchage parce que là, tu n'as plus de 5e ou de 6e à donner comme ça pour arrondir la transaction. Là, c'est nécessairement un choix parmi les 4 premières rondes. Donc, c'est des actifs qui ont nécessairement plus de poids, parce qu'il y en a moins aussi. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand on va vouloir potentiellement là, échanger ces choix de 4e ronde, qu'on va se dire, coudonc, combien il en reste? Je vais aller voir sur CapFriend. Ça fonctionne, ça marche. Comment ça? Donc, on apprenait que les Capitals de Washington, l'équipe de hockey, enfin, c'est un gros groupe. Là. Il y a du basket là-dedans, puis d'autres affaires. Mais bon. Puis Leon Tis, de mémoire, a fait sa fortune dans les internets là, ou dans les affaires de nouveaux médias. On apprenait qu'ils achètent Cap-Friendly et que là, ça va rester ouvert. Profitez-en. Tantôt, on rigolait, mais allez l'imprimer avant que ça tourne, avant que ça tombe dans le dark web, parce que l'idée, c'est qu'après le 1er juillet, ou enfin, ça va rester disponible, accessible jusque-là, puis ensuite de ça, on va le retirer des ondes. Ouais. Regarde, j'ai l'âge que j'ai. Comment ça? Ben moi, sur le coup, la chose ce à quoi j'ai pensé, c'est les Capitals en prennent une pour l'équipe parce que la Ligue nationale a toujours détesté que les informations de contrat soient disponibles pour tout le monde. Gary Bettman qui prétendait que, dans le fond, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça, puis il faisait n'importe quoi. Alors, mais en fin de compte, ce que je comprends, c'est que les Capitals y ont vu là une occasion de pouvoir s'approprier des données qui vont être vers lesquelles non seulement le public se tourne, mais les autres équipes aussi. Alors, en faisant en sorte que toute la base de données, qui évidemment a besoin d'être mise à jour constamment, là, puis je présume que les gars qui travaillent pour CapFriendly vont continuer d'être embauchés par les Capitals, mais la base de données, en se l'appropriant puis en faisant en sorte que les autres équipes n'y ont pas accès, ben ça leur donnerait un avantage compétitif. Parce que là, pour l'instant, tu as des équipes qui finalement ont... Ça, j'ai été pas surpris, mais c'est ça. Il n'y a pas juste nous autres qui utilisent Cap-Friendly. Non, c'est ça. Kent Hughes aussi, apparemment. Oui, il y a des équipes... c'est un truc informatique, là, API, qui m'échappe un peu, là. Mais... donc, c'est ça. Ça serait vraiment pour dire, nous autres, on va le garder, on va se le payer pour le garder juste pour nous. C'est frustrant, par exemple, parce que le public écope, les amateurs écopent, mais en même temps, la nature a horreur du vide. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va en Puckpedia est déjà Cap-Friendly, un concurrent, dis-je. De mémoire, c'est la 4e ou 5e incarnation là, de cette idée-là. Là. Il y a eu Cap Geek avant, il y en a eu un autre avant, là, les noms m'échappent. Là, après Cap Geek, il y a eu un gars qui s'appelait... il y a un site qui s'appelait General Fanager. Ouais. Qui a été fermé parce que le gars qui opérait ça a été embauché par une équipe. C'est ça. Alors, mais à ce que je sache, à part Capgeek puis General Fanager, il me semble qu'avant Capgeek, il y avait autre chose, mais la mémoire oui! NHL Numbers. C'est ça. Oui. Exactement. C'est ça. Ouais. Ça a été la première. Ça a été longtemps, là. Oui. Donc, comme tu dis, Martin, c'est ça. On s'en part un? Est-ce qu'on s'en part un? Pourquoi pas? On a du temps. On a juste ça. Hein? Ouais, on a juste ça à faire. Enfin, c'est non... c'est ça. Ça va... Tenez-vous là pour dire. Puis Puckpedia, je suis jamais allé, mais c'est pas... je trouve que c'est pas pire? C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est moins
l'expérience d'utilisation pour consulter les contrats, je la trouve moins agréable que Cap-Friendly. Regarde. Mais ils ont des trucs quand même assez intéressants. Ils ont un outil pour, entre autres, pour mesurer quelle est la valeur d'un choix pêchage si tu imites une transaction. Là. Ah, OK. Parce qu'il y a comme... Avec le temps, t'as comme, il y a comme... Les équipes ont ça. C'est un historique des transactions qui impliquaient des choix pêchage, puis tu finis par savoir quel est le poids véritable du 17e choix versus le 37e. Mhm. Alors là, si tu essaies d'échafauder toi-même des transactions, ben, tu peux avoir une idée de mesurer ce que ça représente. Donc, ils ont des outils intéressants. Mais Cap-Friendly, ce qui était le fun, c'est que c'était une initiative d'un gars de Laval. Tu sais, c'est un... Ah oui, absolument. Arrête donc. Oui. Je savais pas. C'est un gars de Laval qui a parti ça. Ben là, Ben oui. c'est à nous autres. Dominique. Ben oui. Dominique. Dom. Ah oui, Dom. Et c'est très bien fait. Ouais. Absolument. Bon, ben alors, félicitations. On espère que ils sont passés. J'espère qu'il est riche aujourd'hui. C'est ça, ils sont pas, ou du moins. Suite à la plus riches. Ça prête à l'être, en tout cas. Ils sont passés, j'espère qu'ils sont passés à la caisse. Bravo, les gars. Puis, enfin, les entrepreneurs en herbe, à l'écoute, on est ouvert à changer nos habitudes. Bon, c'est assez. Hein, c'est assez. OK. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Exact. C'est ce qu'on dit. Bonne finale, bonne suite de la finale. Ben vous aussi. On Merci. va s'en reparler rapidement, les gars. Rapidement. Merci beaucoup. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Absolument. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci pour ça et pour tout le reste. Un grand plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Regarde, même le mon nom, je suis capable de le manquer. Comme quoi, moi, je suis un gars juste. C'est pour tout le monde. Si tu t'appelais Astro ou Stéréo, ça serait plus simple. Je m'appelle Astro Stéréo Coupal. Merci d'avoir été là et à vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.